Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble l'histoire fascinante du port d'Osaka. On va voir que derrière les chiffres et le commerce d'aujourd'hui, il y a des siècles d'histoire, de transformation et quelques lieux un peu méconnus. Tout à fait. Osaka, c'est vraiment une porte maritime historique du Japon. Et ça remonte à très très loin, bien avant le port qu'on connaît. Et d'ailleurs, le nom ancien de la région, Setsu, ça voulait dire gouverner les ports. Ça montre bien l'importance de la chose dès le départ. Ah oui, gouverner les ports, c'est parlant. Mhm. Mais c'est vrai que retracer les tout premiers ports, c'est pas simple. La côte a tellement changé. Alors, commençons par le commencement, ou presque. Naniwatsu, on en trouve trace dans le Nihon Shoki, c'est ça? Une sorte de port vital pour l'ancien État japonais. Exactement. Pendant les périodes Yamato et Ritsuryo, entre le 4e et le 8e siècle environ. C'était le grand point d'entrée pour la région, pour la cour impériale même à certaines époques. Et on sait où il était précisément? C'est là que ça se complique un peu. Il y a un débat près de Mitsutera, ou plutôt vers Koraibashi. Le plus probable, c'est qu'il n'y avait pas un seul port au sens moderne, mais plutôt plusieurs zones d'ancrage le long des fleuves, des lagunes. Faut imaginer un paysage très aquatique à l'époque. D'accord, une zone portuaire plus diffuse en quelque sorte. Et ça évolue ensuite? Oui, la géographie bouge, les besoins aussi. Au Moyen-Âge, un autre lieu devient important, surtout après des travaux sur un fleuve en 785, c'est Watanabetsu. On est alors près de l'actuel pont Tenmabashi. Watanabetsu. Et celui-là, il avait une fonction particulière? Oui, il devient un point de départ majeur pour les pèlerins, ceux qui allaient au temple Shitennoji, tout proche, ou même plus loin, vers les montagnes sacrées de Kumano. Ah, intéressant, hein? Le port comme porte vers le sacré. Exactement. Et il y a cette croyance populaire incroyable liée à Shitennoji. On disait que sa porte ouest donnait directement sur le paradis, le Jodo. Du coup, beaucoup de gens venaient là pour contempler le soleil couchant. Le soleil couchant? Oui, une pratique appelée Nisokan. Voir le soleil se coucher depuis cet endroit, c'était vu comme un moyen d'assurer une bonne renaissance, d'accéder à la terre pure. Il y a même des poèmes, des chants anciens qui en parlent. C'est une facette assez méconnue, très spirituelle, de l'histoire portuaire. Fascinant, ce lien entre le matériel et le spirituel. Bon, avançons encore un peu dans le temps. L'époque Edo. Osaka est en plein boom économique, n'est-ce pas? Ah oui, après Hideyoshi et Sule Tokugawa, Osaka devient la cuisine du Japon. Et pour accompagner ça, il faut de la place. On va alors créer des shinden. Des shinden. Ce sont ces terres gagnées sur la mer. C'est ça, des terres gagnées sur la mer, sur les marais. Une part énorme de l'Osaka d'aujourd'hui repose sur ces anciens shinden. Ça a commencé au début du XVIIe et ça a continué pendant toute l'époque Edo. Au début, c'était surtout pour l'agriculture, le riz, puis ça s'est urbanisé. Il y avait même des bureaux spéciaux pour gérer ça, les Shinden Kaisho. On redessine littéralement la carte. Et puis arrive le 19e siècle, l'ouverture forcée du Japon. Oui, les navires étrangers. Perry, bien sûr. Mais il y a eu aussi un navire russe, le Diana, qui est venu jeter l'ancre près d'Osaka, à Tampotsan, dès 1854. Et finalement, le port d'Osaka ouvre officiellement au commerce international en 1868. Et on crée un quartier pour les étrangers? Oui, le Kawaguchi Kyoyoruchi. Les terrains sont vendus aux enchères, c'est Godai Tomoatsu qui supervise ça. Mais, petit problème, le port de Kawaguchi n'est pas assez profond pour les gros bateaux à vapeur de l'époque. Du coup, les étrangers? Beaucoup de marchands, un peu déçus, vont préférer Kobe, qui était mieux adapté. Et Kawaguchi, va prendre une toute autre voie. C'est devenu un centre important pour les missionnaires chrétiens. Ah oui! Ils y ont fondé des écoles qui existent toujours, ou presque. Baiko Wilmina, qui est devenu Osaka Jogakuin, Pulgakuin. Mais aussi des hôpitaux, comme Saint Barnabas, des orphelinats. C'est assez ironique. Un semi-échec commercial qui a boosté le développement éducatif et social. Une histoire pleine de rebondissements. Mais Osaka avait quand même besoin d'un vrai port moderne, j'imagine. Absolument. Et c'est là que le gouvernement Meiji fait appel à des experts étrangers, notamment des Hollandais, très réputés pour les travaux hydrauliques. Il y a un nom à retenir, Johannes de Raguet. De Raike. Oui, en 1894, il propose un grand plan pour construire un nouveau port en eau profonde. Et 1894, c'est aussi une année symbolique pour Osaka, non? Tout à fait. C'est l'année où la ville adopte son emblème officiel, le Myotsukushi. C'est une sorte de balise en bois qu'on plantait autrefois dans l'eau pour marquer les chenaux. Apparemment, il y a eu débat au conseil municipal. Certains voulaient la gourde de Hideyoshi. La gourde des Hideyoshi. Ah ah. Oui, mais finalement, c'est le Myotsukushi qui a été choisi.
Et ça montre bien à quel point l'identité d'Osaka est liée à son port, à la navigation, à cet accès à la mer. C'est un beau symbole. Donc, si on résume, des débuts antiques un peu flous avec Naniwatsu, un port médiéval tourné vers le pèlerinage, la création de nouvelles terres, une ouverture à l'international mouvementée, et puis la modernisation. L'histoire du port, c'est vraiment l'histoire d'Osaka. C'est exactement ça. Et cette capacité à se réinventer, à s'adapter, des premiers aménagements jusqu'aux îles artificielles très modernes comme Sakishima ou Yumeshima, eh bien, ça pose une question pour l'avenir. Laquelle? Face aux défis d'aujourd'hui, le changement climatique, l'évolution du commerce mondial, comment le port d'Osaka va-t-il encore se transformer? Son histoire suggère qu'il trouvera des réponses sans doute innovantes. C'est une histoire qui continue de s'écrire.